Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello, bienvenue en 2023. J'espère que vous avez passé un merveilleux temps des fêtes. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de Génération Sidechick. Et oui, on repart pour une 3e année. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir un collaborateur qui me suit d'année en année, soit Emma, Assurance Vie. Là, c'est le temps des résolutions. Vous avez sans doute écrit plein de choses que vous voulez plus dans votre nouvelle année, des choses que vous voulez dans votre nouvelle année. Et là, l'assurance vie, je pense que ça devrait faire partie de la 2e colonne parce que c'est drôlement efficace et pertinent à intégrer maintenant dans vos habitudes de vie d'adulte si jamais vous n'en avez pas. Les assurances vie, ça sert à acheter un peu la tranquillité d'esprit, en fait, en cas de décès à vos proches. Ça peut régler vos dettes. Ça peut couvrir votre hypothèque, assurer à votre famille de maintenir un train de vie similaire à celui que vous aviez lorsque vous étiez vivant. Donc, bref, c'est vraiment une assurance tranquillité. Et Emma, c'est une entreprise ici, une entreprise québécoise et que tout se fait en ligne, 100% en ligne. Vous allez faire un tour sur le site de emma.ca. Vous allez avoir en moins de 20 minutes un aperçu de ce à quoi ressembleraient vos tarifs mensuels pour une assurance vie. Ça vaut vraiment des tours et vous avez même la possibilité de faire un petit test en moins de 15-20 minutes pour avoir cet aperçu-là et après ça, moduler en cas de besoin. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur emma.ca. Question de commencer l'année comme un adulte responsable. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer justement toujours dans cette ère de résolution. On prend soin de soi. On a parlé souvent de la santé digestive, la santé mentale. Mais là, cette semaine, dans cet épisode, j'avais envie de parler de la santé de notre cerveau. Parce que oui, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas encore de notre cerveau. On en parle souvent sans nécessairement le comprendre. Et aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre dans la dynamique des nouvelles résolutions, de prendre des bonnes habitudes de vie. Et on va parler de la santé cérébrale. On va décortiquer du mieux possible en 45 minutes le cerveau. Et j'ai invité docteur Naguib Mechawar à nous en parler. Il est, je veux juste dire comme il faut, professeur et directeur au programme d'études supérieures du département de psychiatrie à l'Université McGill, entre autres. Il étudie le cerveau, l'impact que ça va avoir, par exemple, les gens qui souffrent de troubles de santé mentale, quelles traces que ça va occasionner sur le développement cérébral. Mais également, il se fascine pour toutes les connexions entre les neurones. Donc aujourd'hui, on va être capable de parler de long en large, de comment ça fonctionne, comment créer de nouvelles connexions. Y a-t-il des habitudes de vie qu'on doit absolument se défaire parce que ça nuit à la santé de notre cerveau? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit s'assurer de maintenir ou d'intégrer à notre routine quotidienne? Donc bref, ça va être un épisode franchement intéressant. Et je serai accompagnée de ma douce acolyte Anne-Ovlie Étienne qui a également décidé de poursuivre l'aventure 2023 avec moi pour mon grand bonheur. Oui. Et il y a des choses qui changent, puis il y a des choses qu'on n'a pas envie qu'elles changent. Et c'est le cas de la Minute Clarins, mesdames et messieurs, qui est encore avec nous cette année. Et là, il fait froid dehors et j'ai envie de vous parler d'un produit qui ne cesse de se réinventer d'année en année. Je parle du baume jeunesse pour les mains de Clarins. C'est honnêtement la crème pour les mains que vous devez absolument vous procurer, mesdames, à intégrer dans votre sac à main ou messieurs, dans votre sac de sport parce que oui, vos mains sont également importantes. Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que c'est 26 composé de beurre de karité. Donc, ça va vraiment venir pénétrer en profondeur. L'hydratation va rester plusieurs heures. Ça vient adoucir inévitablement les mains. Puis là, je me touche, puis je suis comme, c'est vrai que mes mains sont vraiment douces. Ça vient fortifier les ongles, travailler sur vos cudicules. Et si jamais vous avez des signes de vieillissement, par exemple, des taches pigmentaires sur les mains, ça va venir travailler à atténuer ces petits signes de vieillissement. Honnêtement, couteau suisse pour les mains à vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin. Bonjour. Comment ça va? Bon Je suis comme on est trop loin. Bon matin. C'est le premier podcast 2023. 2023. Très Bonne contente année. de commencer avec vous. Ça va être vraiment intéressant comme discussion. Bienvenue, Naguib. Est-ce que tu es au courant de ce que Génération est?
Génération Sidechick. Est-ce que tu avais Oui. déjà entendu parler de ça J'en ai avant? entendu parler par mes filles. C'est vraiment le fun. C'est Elles ont super. quel âge? 20, 18 et 16. Ah, quand même, 3 filles. Ouais. Est-ce que vous avez un garçon? Non. Non? OK. Là, je vais vous mettre en contact avec mon père. Vous allez pouvoir en parler ensemble. On était 4 filles à la maison. Fait que mon père, il avait bien de la misère à gérer tout ça. Surtout quand on tombait toutes dans nos semaines en même temps. Là. Ouais. Je vais faire de l'overtime, OK? C'est quand même très le fun. Mais c'est le fun de savoir si à tout de moins, si vous avez accepté l'invitation, c'est que ça doit être quand même des commentaires positifs. Oui, oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, un sujet qui te fascine autant que Oh moi. mon Dieu, oh mon Dieu. Je trouve ça toujours le fun parce que peu importe le sujet qu'on aborde, toi, t'es comme, mais je capote. Non, mais là, c'est différent. On sort complètement d'une zone, en fait, de ma zone de confort. Ouais. Mais tout ce qui est la science, je suis fascinée par ce monde-là, même si c'est un monde auquel j'aurais, par moi-même, jamais choisi ou j'aurais jamais évolué dans ce monde-là, mais d'écouter des autres qui évoluent dans ce domaine-là, je trouve ça fascinant. Donc, docteur va vraiment... Elle va vous appeler Doc. Je vais vous appeler Doc, j'allais dire... Ouais, c'est ça, c'est mon petit ton Naguib. de vous entendre parler aujourd'hui, ça va être très intéressant, puis bien commencer et puis démarrer l'année. Oui, C'est ça. effectivement, Ouais. parce que c'est vraiment ce mouvement-là. Là, on revient des fêtes. Là, tout le monde s'est fait une liste de... Il y en a qui appellent ça des résolutions, d'autres que ça va plus Oui. être... Moi, j'écris mes objectifs. Moi Souvent, aussi. je les laisse de côté, puis j'y retourne à la fin de l'année voir si ça fonctionne ou pas. Fait que, tu sais, à chacun sa façon de faire. Mais je pense que, surtout dans un ère où est-ce que la technologie prend de plus en plus de place, il y a énormément de choses qui viennent affecter notre santé cérébrale et on comprend tellement pas notre cerveau. Fait que j'étais comme, mais quoi de mieux que de commencer avec un docteur spécialisé du cerveau? Ça va être fascinant. Ben oui, ben c'est Vraiment. ça. Ben, juste à prime abord, c'est votre titre, juste pour les l'audience. auditeurs. Alors, je suis docteur en neurosciences, professeur au département de psychiatrie à l'Université McGill OK. et chercheur à l'Institut Douglas, tout près d'ici. Oui, on connaît bien, n'est-ce pas? C'est juste ça, les amis. Oui, c'est tout. Tranquille de même. Tranquille. Petit sujet léger comme ça. Puis aujourd'hui, bien, je pense que, vous l'avez dit, là, tout ce qui est la santé neurocérébrale, il y a la neuroplasticité, que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux sont comme, mon Dieu, que tu commences à être lourde avec ce sujet-là parce que ça me fascine. Et ça vient justement combiner plusieurs croyances. On est vraiment dans un ère, la psychopop est de plus en plus populaire. C'est une industrie hyper lucrative. Là. Il y a des livres qui sortent à chaque année, ça n'a pas de bon sens. Mais la seule chose que j'ai toujours déplorée de ça, c'est qu'on n'expliquait jamais, OK, mais c'est quoi le behind the scene? Puis là, ça m'a amené à lire un peu plus sur la neuroplasticité, puis comprendre un peu plus le cerveau, puis comment on pourrait avoir un impact sur celui-ci. Vous avez quand même je pense qu'il y a un champ d'expertise. Là. Oui, vous travaillez avec les santé mentales et tout ça, mais vous avez quand même, je crois, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre amalgame de diplômes et d'études, mais vous avez quand même une spécialité dans la neuroplasticité, n'est-ce pas? Oui, en fait, ma spécialisation, c'est vraiment l'étude de la composition cérébrale, de l'anatomie fine, hein, donc ce qu'on peut comprendre au microscope en OK. observant du tissu cérébral, en regardant les cerveaux au microscope. C'est ce qui m'a toujours intéressé. Alors, de quoi est composé le cerveau? Comment les cellules, le milliards et des milliards de cellules, comment elles diffèrent en termes de forme et aussi de propriétés? Et comment elles sont connectées entre elles. Donc, c'est ce que j'ai toujours étudié, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Et évidemment, m'intéressant justement à l'organisation moléculaire, cellulaire du cerveau, la plasticité m'intéresse énormément. Donc, la plasticité est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour dire, pour parler justement de la capacité du cerveau à s'adapter. Donc, c'est pour signifier que le cerveau, c'est pas un bloc de béton là, qui fonctionne juste comme des circuits d'ordinateur, mais qui est capable de s'adapter aussi. On peut le voir au microscope, on peut le voir en neuroimagerie, on peut le voir de différentes façons, c'est-à-dire le cerveau est capable de changer au niveau morphologique, au niveau fonctionnel. Ah oui, même morphologique? Oui. On peut le voir, et je vais vous en parler tout à l'heure, plus en détail, lorsqu'il est question, par exemple, de stress. Lorsque des individus vivent un stress chronique intense au cours de l'enfance ou chez l'adulte, on peut observer au microscope des changements quand même assez importants au niveau de la structure des cellules.
Est-ce qu'elle se désagrège ou elle Non. enfle ou c'est comme nos intestins, ça prend je suis stressée, je prends de la place, j'enfle puis je jamme. Elle ne se désagrège pas. Donc, au contraire, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, on a tendance à avoir plus une atrophie des cellules. OK. Une atrophie. Oui, ou une certaine perte de connectivité. Mais ça dépend des types cellulaires. Hein. Là, je parle de neurones, des cellules qui propagent l'influx nerveux, qui communiquent entre elles par des neurotransmetteurs, donc des molécules. Là. Donc, les neurones communiquent entre eux par l'électricité et la chimie, si on veut. Et la connectivité qu'on voit, ou les signes de connectivité qu'on voit suite à un stress chronique, un stress important, ça suggère effectivement qu'il y a une sorte de déconnexion. Mais il n'y a pas nécessairement de perte de neurones. Les pertes de neurones, on voit ça davantage dans les maladies neurodégénératives. Comme l'Alzheimer, Parkinson, Huntington. Là, c'est des cellules, des neurones qui sont affectés. Ça donne lieu à des lésions, donc vraiment des pertes cellulaires, parfois très, très importantes, avec la progression de la maladie. Puis, je sais que le cerveau, je pense, est l'organe humain qu'on connaît peut-être le moins, où il y a moins d'évolution scientifique par rapport... Est-ce que c'est le cerveau? Cerveau. Est-ce que c'est l'organe qu'on connaît oui, le moins? C'est sûr. C'est sûr que c'est l'organe qu'on connaît le moins, mais il y a tout de même une évolution assez importante. C'est un domaine en effervescence depuis quelques décennies maintenant. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits en Europe, aux États-Unis. Au Canada, un peu moins. On espère toujours que nos chercheurs vont être appuyés davantage par les gouvernements. Mais c'est un domaine en effervescence et justement, je reviens d'un congrès, le congrès le plus important en neurosciences, le congrès annuel de la Société des neurosciences américaines. Il y avait, en général, il y a autour de 30 000 personnes. Et même si on est encore en pandémie, il y avait 24 000 personnes cette année. Alors, ça montre à quel point, justement, c'est un domaine d'études populaire et qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des scientifiques. Dites-moi si vous êtes avec l'Institut Douglas. Oui. Anne Lovely, elle a participé avec moi. On a fait partie d'une Bâtissons l'Histoire, une campagne. Oui. Et justement, les sous amassés par Douglas sont investis pour l'étude des troubles de santé mentale. Est-ce que c'est un peu ça que vous faites avec eux, dans le fond, au final? Oui. La Fondation fait un travail extraordinaire avec des partenaires extraordinaires également. Et c'est un soutien absolument essentiel pour la recherche qui est faite sur les troubles de santé mentale. Alors, c'est sur quoi travaillent les chercheurs au Douglas, sur différents aspects de différentes maladies mentales. En ce qui me concerne, mon domaine d'études, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'anatomie, la microscopie et tout ça, ça se concentre surtout, nos travaux se concentrent surtout sur le cerveau humain lui-même et plus particulièrement sur les changements qui surviennent chez des personnes qui souffraient de dépression majeure et qui se sont suicidées. Et qui ont fini avec leur vie. Oui, et on est en mesure de travailler sur ces cerveaux humains parce qu'on a au cœur de nos installations une banque de cerveau, une des plus importantes banques de cerveau au monde, la banque de cerveau Douglas Bell Canada, qui a plus de 3500 cerveaux humains. C'est fou, pareil. Oui. 3500 cerveaux. Oui, puis là, j'ai appris qu'on pouvait y aller. Oui. Cathy veut qu'on fasse une certainement. Je vais vous mettre ça sur Instagram. Sortie Génération Sidechick. Mais non, mais là... Allez voir des cerveaux. Mais là, je fais un aparté, là, mais quand il y avait eu l'exposition Bodies... Oui! Quand même fascinant d'avoir accès à des corps comme ça. C'est comme once in a lifetime experience. Fait que moi, tu me dis que j'ai accès à plein de cerveaux. Je vais y aller. Mais vous voyez, en fait, vous remarquez clairement qu'il y a une différence entre un cerveau qui est en santé, saine santé mentale et un cerveau qui a souffert de dépression. Donc, oui. Alors, on ne le voit pas comme ça en regardant un cerveau. Il faut vraiment y aller avec des outils moléculaires, des outils qui nous permettent de voir les cellules, de mesurer les composantes qu'elles expriment, donc de leur fonction, si on veut.
on peut déduire beaucoup de choses de l'étude de cerveau post-mortem. Mais ces cerveaux-là, je dois préciser que ceux justement de personnes qui sont suicidées, qui souffraient de troubles de santé mentale, on réussi à les obtenir grâce au consentement des membres de la famille. Okay. Parce que notre groupe de recherche a une entente privilégiée avec le bureau du coroner qui nous permet justement de contacter les membres des familles. Alors, lorsqu'une personne est décédée par suicide ou décédée accidentellement, on a une équipe de psychologues qui entre en contact avec les familles pour leur offrir d'abord un soutien psychologique, évidemment, et leur offrir par la suite, s'ils sentent que c'est possible, de faire un don pour la science, pour la recherche. Et puis de cette façon-là, grâce au consentement, on obtient ces cerveaux qui nous sont envoyés le plus rapidement possible et que mon équipe à la Banque des cerveaux va préserver, donc dans le format, de façon classique, pour fixer vraiment le cerveau, et par congélation aussi. Donc les deux hémisphères sont préservés différemment. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre équipe aussi rencontre les membres de la famille 2 mois suite au décès pour faire ce qu'on peut appeler une autopsie psychologique. Vraiment pour faire un tour d'horizon, un éventail justement des événements majeurs au cours de la vie de la personne qui est décédée. Exactement. Okay. Pour bien caractériser un peu la personne. Et on a les dossiers cliniques, on a une panoplie d'informations qui nous permettent, après un certain temps, justement, d'avoir tout ce qu'il nous faut pour inclure ce cerveau-là dans les recherches qui sont faites par nos chercheurs au Douglas, mais aussi par d'autres chercheurs à travers le monde, parce que c'est une banque qui est une ressource, une plateforme pour la recherche ouverte sur le monde, et on fournit des échantillons donc à travers la planète aux chercheurs, justement, qui ont les approbations éthiques et qui ont tout ce qu'il faut, les documents qu'on exige pour pouvoir leur envoyer des échantillons. Alors, avec ces cerveaux-là, justement, on est en mesure de mener des études sur des groupes d'échantillons, si on peut dire. On ne peut pas, comme je mentionnais tout à l'heure, on ne peut pas regarder 2 cerveaux dans des bocaux et dire « Ah ouais, ça, c'est le cerveau de quelqu'un qui souffrait de schizophrénie ou de dépression. » C'est ça. Bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on va s'intéresser, on va développer des hypothèses, on va dire, bon, dans la dépression, dans telle région cérébrale, selon la littérature scientifique actuelle, il semble qu'il y ait des changements de telle nature. Alors nous, on veut explorer ce qui se passe au niveau microscopique. Qu'est-ce qui se passe avec les cellules dans cette région-là? Et donc, on va faire une requête en bonne et due forme à la banque, à l'équipe de la banque, qui va fournir donc aux chercheurs, aux étudiants dans le labo, les échantillons qu'ils ont demandés. Donc, en général, par exemple, on va travailler avec 20 échantillons de telle région du cortex préfrontal, par exemple, de personnes qui souffraient de dépression, et 20 échantillons appariés de personnes décédées subitement sans maladie psychiatrique. Et là, la recherche peut commencer. Okay. Là, on peut justement aller marquer, identifier, visualiser les cellules, mesurer l'expression de protéines ou de différents marqueurs comme ça qui pourront nous renseigner ensuite sur la nature des changements qui ont lieu dans cette région. Mais de ces recherches-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment estomaqué, quelque chose que vous avez remarqué, une corrélation? Vous dites, OK, les gens qui souffrent de dépression, sur ces échantillons-là qu'on a utilisés sur tant d'années, voici ce qui est ressorti, puis ça serait important que les gens, en fait, le sachent, tu sais. Oui. Il y a 2 choses. Bon, la première, moi, des recherches qu'on a effectuées au cours, disons, de la dernière décennie, surtout, ce qui me frappe toujours, c'est que la dépression semble être associée avec un changement assez important au niveau de cellules qu'on appelle astrocytes. On a parlé de neurones quelquefois, cellules nerveuses et tout ça. Mais les cellules nerveuses c'est pas le seul type cellulaire dans le cerveau, dans le système nerveux. Il y a d'autres cellules aussi qui les accompagnent, qui les aident à fonctionner, qui ont des rôles à jouer aussi à plusieurs niveaux, qui sont impliqués dans la plasticité, qui sont impliqués dans le fonctionnement normal des différentes régions du cerveau. Parmi ces cellules-là, il y a un type cellulaire qu'on appelle les astrocytes. Astrocytes parce que ça ressemble à des soleils. C'est des astres. Très belles cellules, beaucoup de prolongements, tout ça. C'est des cellules magnifiques à regarder au microscope. Je dois en avoir plein dans mon cerveau. Ah oui, vous en avez plein. Il y en a plein partout.
Et ces cellules-là semblent être particulièrement affectées dans la dépression. Le soleil est éteint. Ah, c'est Oui, drôle, d'une hein? certaine façon. On en voit moins. Il y a des changements au niveau de leur fonction, visiblement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on continue à étudier. Mm-hmm. Ce qui m'a frappé le plus dans nos études au cours peut-être des 6-7 dernières années, au-delà justement des astrocytes et de la dépression, c'est lorsqu'on s'est mis à regarder très attentivement le cerveau de personnes qui ont subi la maltraitance infantile. OK. Qui ont subi donc de l'abus sévère là, au cours de l'enfance. OK. Abus de n'importe quelle nature, que ce soit psychologique ou physique? Psychologique, physique, sexuel, la négligence et tout ça. Donc ça, justement, l'autopsie psychologique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une façon de documenter et même de quantifier des outils pour quantifier la sévérité de la maltraitance. Et donc, lorsqu'on étudie les cas les plus sévères, justement, des personnes qui étaient dépressives, qui sont suicidées et qui avaient un historique de maltraitance, on voit des changements qui semblent être spécifiques. Parce qu'on compare ces échantillons, des échantillons de personnes aussi décédées par suicide suite à la dépression et des échantillons témoins, personnes en santé. Et il y a des changements qui touchent directement la neuroplasticité dans ces cerveaux-là. Donc, et c'est des cerveaux d'adultes. Donc, c'est des cerveaux de personnes qui ont subi la maltraitance 25, 35, 40 ans plus tôt. Mm-hmm. Et donc, c'est des corrélations. On fait une association avec ce côté particulier de l'expérience des individus, mais des changements assez marquants qu'on peut observer, qu'on peut quantifier dans le cerveau. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Parce que, tu sais, il y a des personnes qui ont eu des événements très traumatisants lors de leur enfance et parce que ça faisait sûrement partie de notre génération. Il y en a qui ont peur, whatever, ils n'ont pas nécessairement été consultés, ils n'ont pas travaillé à régler ces troubles-là. Toute leur vie, ils ont vécu avec des peurs, etc. Est-ce que vous êtes rendu dans parce que je présume que ça va faire partie de vos objectifs éventuellement, de voir quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur ses traumas versus quelqu'un qui aurait travaillé sur ses traumas puis essayer de régler ça, à voir si ça l'a modulé, justement, le cerveau et aider la remise en forme, si on veut. Est-ce que vous êtes rendu là dans vos études? On n'est pas rendu là. Nous, on se concentre vraiment sur les mécanismes neurobiologiques, essayer de mieux comprendre parce que on connaît quand même, nos connaissances sur le cerveau, malgré toutes les percées récentes, et ça continue, c'est fascinant. Il y a énormément de zones d'ombre, et nous, ce qu'on essaie de vraiment mieux comprendre, d'arriver au bout de nos connaissances particulières, là, en ce qui a trait justement au changement de neuroplasticité, ainsi de suite. Mais ce que vous soulevez est très intéressant, et ça m'amène à vous dire que bien que la maltraitance soit associée avec une incidence beaucoup plus élevée de psychopathologie, de problèmes de santé mentale, de suicide, de problèmes de santé en général, d'un statut socio-économique plus défavorable et tout ça. Donc, ça va poquer des individus, comme on dit. Il y a quand même des personnes qui s'en sortent. On va les qualifier de résilientes par rapport à ce stress-là. Il y a des personnes qui réussissent à vivre une vie relativement normale et qui ont été moins abîmées que d'autres. Alors ça, c'est un domaine d'étude aussi en effervescence. Qu'est-ce qui fait qu'une personne passe à travers sans trop de dommages et d'autres non, qui vont avoir beaucoup de souffrance tout au cours de leur vie. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que évidemment, c'est important lorsqu'il y a une souffrance psychologique de faire appel aux spécialistes, d'aller chercher de l'aide. Et ça, on ne le dira jamais assez parce que il y a des solutions. Il y a des solutions qui finissent par marcher pour, je dirais, la majorité des gens qui consultent. Donc, c'est un message important, je pense. Ben oui, comme thérapie cognitive. Oui. Puis, tu sais, là, justement, on vient de passer le temps des fêtes. Il y en a pour qui ça a été vraiment le fun, qui se sont reposés, c'était rempli de joie. Mais, tu sais, j'en parlais dans ma chronique à la radio ce matin. Il y en a d'autres pour qui c'est une période qui est extrêmement anxiogène, hyper dépressive parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils sont en constante comparaison avec eux, ils ont plus de bonheur que moi. Moi, j'étais seule alors qu'eux, ils étaient en grosse famille. Tu sais, fait que, tu sais, je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a des ressources qui sont mises en place.
Fait que, ouais, c'est un message qu'on ne peut pas assez véhiculer. J'avais une question par rapport justement au cerveau que vous étudiez. Est-ce qu'il y a une différence dépendant bien sûr, de notre statut économique, social, et l'autre, selon notre origine? Qu'on soit d'origine caucasienne, qu'on soit d'origine noire, afrodescendante, c'est-à-dire arabe ou autochtone, est-ce qu'il y a vraiment une différence des cerveaux? Parce que longtemps, on a pensé que oui, il y en avait une, mais est-ce que c'est vraiment biologique ou est-ce que c'est par rapport à notre environnement? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de différence entre les cerveaux de personnes d'origine diverses. Un cerveau humain, c'est un cerveau humain. Oui. Fait OK. qu'il n'y en a pas qui sont moins évolués que d'autres. Là. Ah non. On va le dire non, comme ça. Exactement. Absolument Mais je savais, mais je voulais... Tu voulais faire attention. Non, mais je savais déjà ça, mais je voulais que ça sorte de la bouche du docteur. Absolument pas. Puis ce que vous... peut-être vous référez à des études maintenant anciennes, justement, qui essayaient de montrer des changements dans la forme du crâne, surtout parce que c'est une vieille science, la phrénologie, qui essayait d'attribuer justement des caractéristiques à des différentes bosses, à différentes formes comme ça, et essayer d'associer justement ces changements crâniens ou ces différences crâniennes à différents attributs, à la criminalité, à l'intelligence, la bosse des maths, et ainsi de suite. Mais ça, ça n'a pas tenu la route longtemps. Voilà. Démystifié. Donc, un cerveau humain, c'est un cerveau humain. On a tous la même chose. Bon, on pose souvent la question, les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a des différences? Alors, les femmes, il est plus composé de façon... le cerveau des hommes a tendance à être un peu plus gros, un peu plus lourd, mais ça, c'est parce que c'est en rapport avec la masse corporelle, c'est ça. Donc, on est égaux. Oui, on est égaux. Maintenant, ceci dit, l'organisation générale du cerveau, je reste avec les hommes et les femmes, est maintenue, même les mêmes types de cellules, les mêmes connectivités et tout ça. Par contre, ce qui émerge de plus en plus maintenant, c'est que les vulnérabilités aux maladies ou les changements qui surviennent dans les cerveaux d'hommes et de femmes sont différents. On le voit par exemple pour la dépression. On dirait que c'est deux maladies différentes lorsqu'on étudie au niveau moléculaire et cellulaire. Lorsqu'on étudie des hommes qui souffrent de dépression, des femmes qui souffrent de dépression. Et ça, c'est très intéressant. Et ce que ça envoie comme message, c'est que c'est absolument important dans toutes les études de toujours inclure des hommes et des femmes. Parce que pendant longtemps, en neurosciences et dans d'autres domaines, on avait tendance à utiliser un échantillon d'hommes, parce que c'était un peu moins compliqué, il n'y avait pas de changements hormonaux et tout ça. Donc, c'est un échantillon un peu plus homogène, si on peut dire. Et il y a un certain nombre de données qui ont été générées, qui sont intéressantes, mais elles semblent aujourd'hui ne s'appliquer qu'aux hommes dans des situations pathologiques. Donc, c'est important de garder ça en tête. On a les mêmes cerveaux, mais ils réagissent pourquoi il y a encore beaucoup de recherches à faire, même au niveau de la santé de la femme, tu vois? Oui. Et des hommes. Et des hommes. Des femmes, mais c'est ça. Pour moi, je ne sais pas pour toi, mais Anne-Lovely, mais moi, ça ne me surprend pas du tout parce que, tu sais, la femme, étant donné qu'on est en constant changements hormonaux, c'est sûr que ça vient nous affecter. On le voit dans nos syndromes prémenstruels, on le voit on est plus émotive, on est plus sensible. Tu sais, les hormones qui nous naviguent toute notre vie, inévitablement, ça va plus impacter. Puis si je ne me trompe pas, les femmes ont tendance, encore en date d'aujourd'hui, les statistiques, je pense que les femmes souffrent plus de dépression, je crois. Ah oui? Est-ce que c'est le cas? Il y a plus de dépression chez les femmes. OK. En raison que c'est plus difficile à se gérer parce que tu peux aller bien une journée, puis le lendemain, pour une raison que tu ignores, « Allô, mon chien? » Vous voyez peut-être mon chien à l'écran, je ne le sais pas, mais mon chien vient de rentrer. C'est pas grave, on va la laisser là. Elle a envie de faire partie de la discussion. On ne parlera pas du cerveau du chien Belka aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est... Tu sais, ça t'est sûrement déjà arrivé, là, une journée, tu te réveilles, tu vas pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Oui. C'est comme... Je connais pas beaucoup de gars qui sont comme ça. Ouais, la plupart du temps, ils ont comme « Ah, hier, j'ai brossé. »
Ou, tu sais, ils sont capables de mettre le doigt sur « Ah, aujourd'hui, je ne file pas bien à cause que hier, j'ai eu telle discussion au travail puis ça est venu m'affecter émotivement. » Ou « J'ai pas assez dormi. » Ou « J'ai mal mangé. » Whatever. Nous, les femmes, des fois, on va tout faire ce qu'il faut pour qu'on aille bien. Puis malgré ça, on se sent vraiment émotionnellement pas bien. Puis on ne sait pas pourquoi. Oui. Ça arrive aussi, je pense, chez les hommes, peut-être moins fréquemment. Mais puis les hormones, effectivement, il y a des cycles. Mais il y a aussi des hormones chez les hommes. Mais tout ça, ça fait une espèce de biologie qui est quand même distincte et qui semble justement se présenter différemment ou réagir différemment dans le cadre des maladies mentales qui sont étudiées aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Puis là, vous l'avez dit d'emblée, tu sais, le cerveau, il y a une certaine façon où on peut le modeler. Oui. La neuroplasticité, c'est comme la plasticine. On peut jouer avec. Est-ce qu'on peut réellement avoir un impact sur notre cerveau de façon consciente, puis agir, puis ou poser des gestes qui vont, par exemple, améliorer nos... Tu sais, comme moi, je trouve que ma mémoire, mes capacités de mémoire sont quand même pas... J'ai aucune mémoire. Ben, en fait, c'est que je remarque qu'en vieillissant, ma mémoire est beaucoup moins efficace qu'elle l'était auparavant. Mais je sais qu'il y a des exercices à faire pour aider le cerveau, mais c'est ça que tu veux dire. Oui, exactement. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, comme moi, en ce moment, j'aimerais ça améliorer ma mémoire. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour essayer de modeler ça dans ma tête? Bien, il y en a qui vont dire que le cerveau, c'est un peu comme un muscle et de l'exercer, ça va toujours avoir des effets bénéfiques. Donc, de le stimuler en lisant, en faisant des exercices, des sudoku, je ne sais pas quoi. Il y a quand même des données, des études qui montrent que ça, c'est bénéfique, effectivement, pour la mémoire et en général pour la santé cérébrale. C'est même un facteur qui semble être associé avec une plus faible incidence d'Alzheimer. Là, c'est un peu compliqué, des études comme ça. Épidémiologique et tout ça, mais donc c'est un facteur positif, c'est certain. Mais je dirais plus généralement que tout ce qui est bon pour la santé est bon pour le cerveau. L'exercice, une saine alimentation, bien dormir, toutes ces choses-là sont bonnes pour la santé, mais ont des effets importants sur le cerveau. L'exercice, très important et plein d'études qui le montrent. Pour la santé cérébrale, et donc non seulement on se sent mieux en général, mais en plus, c'est un facteur qui va... donc, c'est un mode de vie qui va prévenir différentes maladies, dont les maladies cérébrales. Puis la consommation d'alcool, est-ce que ça fait l'effet inverse? C'est bon. C'est jamais bon, mais en même temps, est-ce que scientifiquement, on a été capable de prouver qu'une personne qui consommait plus que ce qui est recommandé, quoique ça n'arrête pas de diminuer à chaque année, on dirait. Oui, ça diminue. Ça diminue, mais est-ce qu'on voit concrètement que, OK, cette personne-là, cérébralement parlant, elle avait des problèmes d'alcool, par exemple. Je ne sais pas si vous avez étudié des cerveaux d'une personne alcoolique ou quelqu'un qui était toxicomane ou autre. Oui, on a déjà vu des changements dans le cerveau qui suggéraient possiblement de l'inflammation. Il y a quand même une littérature scientifique assez riche sur les effets néfastes de l'alcool en général et sur le cerveau en particulier. L'intoxication grave peut mener à des syndromes importants c'est toxique. Donc, c'est cancérigène aussi, l'alcool et tout ça. Donc, c'est mauvais pour toutes les cellules du cerveau, incluant toutes les cellules du corps, incluant les cellules du cerveau. Et puis, il y a aussi la dépendance qui implique le cerveau, évidemment. Donc, c'est un lubrifiant social et ça fait partie de nos vies, tout ça, mais évidemment, le message de la modération est toujours le bon message. Il ne faut pas exagérer. Et en modération, je pense que... À bien meilleur goût. Bien meilleur goût, tout à fait. Puis, une autre chose aussi, j'ai envie de vous demander, parce que, bon, ma chère Anne a dit que j'ai de moins en moins de mémoire. Oui. Moi, j'ai des mémoires, mais j'ai une mémoire qui est différente. Par exemple, les prénoms, les noms, les chiffres, les années. Mon père va dire « Ah oui, là, je suis allée à telle affaire en 1943. » Puis je suis comme « Aïe, moi, tu me perds. » Mais je vais me rappeler comment que la personne était habillée, je vais me rappeler de l'environnement. Ma mémoire fonctionne différemment. C'est ça. Mais ceci étant dit, sachant que nous sommes dans un ère où la surcharge mentale est énorme, on est toujours stimulé par notre cellulaire, par les publicités. On travaille en médias, on parle beaucoup. Est-ce que ça peut faire en sorte que ça va venir affecter comme la surcharge? Est-ce vraiment scientifiquement prouvé d'avoir
aïe, j'ai la tête surchargée en ce moment, je suis pas capable de rien me rappeler parce que Ouais. Ben, I'm Comme un disque overwhelmed. dur, comme un disque dur le cerveau d'ordinateur. est capable d'en prendre. Là. Le cerveau est capable d'en prendre. Je pense que, selon moi, selon ce que j'ai vu, ça, l'impact de tous ces écrans et de la stimulation constante, c'est vraiment au niveau de l'attention. C'est-à-dire, c'est plus difficile ou c'est moins fréquent de voir des gens qui vont s'asseoir et se concentrer pendant 2-3 heures sur la lecture d'un livre ou l'écriture, penser à un problème et tout ça, parce que justement, ça sonne, ça buzz, il y a toujours quelque chose. Et lorsque ça sonne pas, on n'est pas sollicité directement, on a envie de retourner à voir un clip ou de voir ce qu'il y a sur Twitter ou sur Facebook. Donc, c'est surtout au niveau de l'attention. L'attention est plus fragmentée aujourd'hui. Okay. Et ça, bon, je ne sais pas à long terme ce que ça va donner. Ça nous concerne tous. Hein. Je vois chez moi, mes filles, des amis, moi-même. Je veux dire, je travaille des fois avec 2-3 écrans. c'est pour le travail, mais hop, il y a une distraction, il y a un message, il y a un texte, un courriel. Donc, ça fait partie de la vie moderne ou post-moderne. On apprend à vivre avec. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très productifs, mais je pense que les gens les plus productifs, que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle, ont développé justement des mécanismes peut-être pour s'isoler de cette bulle de sollicitation électronique. Donc, la surcharge, c'est un terme qu'on s'est mis souvent, je pense, les filles. Oui, mais on dit tout le temps la charge mentale. Oui, c'est ça, mais fait que le cerveau est capable d'en prendre. Mais est-ce que c'est vrai que l'être humain n'utilise que 10 de... Non. Ça, c'est aussi une bourde. On utilise 100 On utilise 100 Oui, c'est un mythe. C'est un mythe, ça aussi. Oui, c'est un mythe. C'est un mythe qui a dérivé. Bon, il y a plusieurs raisons derrière ça, là, mais c'est un mythe complet. Lorsqu'on regarde un cerveau en neuroimagerie, on voit que... et on sait, là, on peut faire des enregistrements, on appelle électrophysiologiques, on étudie l'activité électrique et tout ça. Et en neuroimagerie, la même chose, il y a des façons de voir l'activité cérébrale. C'est tout le cerveau qui est actif tout le temps. Là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de genre, on utilise juste notre lobe frontal ou juste notre lobe... Non, parce que toutes les régions communiquent entre elles sans arrêt. Il y a une connectivité absolument impressionnante. C'est fascinant. Je pense que c'est à peu près la moitié du cerveau humain, c'est de la matière blanche. Okay? On dit utilise la matière grise. Ouais. Matière grise, bon, on pense au cortex, l'écorce, la surface du cerveau, absolument importante, surtout pour les fonctions cognitives, les fonctions sensorielles, motrices et tout ça, pour le langage. Donc, et on en a beaucoup de cortex, nous, les humains, mais cette matière grise qui est en surface a besoin... toute la matière blanche. A besoin de la matière blanche. Qu'est-ce que c'est la matière blanche? C'est justement toutes ces connexions, ces espèces de fils électriques qui connectent les cellules entre elles et qui sont enrobés, ces fils-là, ou ces prolongements, sont enrobés d'une gaine qu'on appelle de myéline. Donc, c'est une matière grasse qui permet d'accélérer l'influx nerveux. Alors, il y en a beaucoup dans le cerveau humain, la matière blanche, et cette communication, donc, qu'on voit dans ce câblage est constante entre les hémisphères, entre les régions et tout ça. Le cerveau, les cellules se parlent sans arrêt. C'est fascinant. Donc, s'il y en a, par exemple, qui ont une mémoire très développée, puis est-ce que il y en a qui peuvent juste naître avec des meilleures fonctions cérébrales? C'est sûr qu'il y a des différences individuelles. Il y a les gènes, l'environnement qui jouent toujours là-dedans. Il y a des gens qui ont des capacités de mémoire vraiment remarquables. Puis il y en a d'autres qui ont des talents d'artistes, qui sont capables de prendre un pinceau et de faire un chef-d'œuvre. C'est vrai qu'on peut pas avoir les deux, hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une autre bourre aussi? Pas nécessairement. OK. Non. Je pense encore une fois, c'est plus l'entraînement. Il y en a, c'est exemple, qui sont plus attirés vers l'art, vont développer cet hémisphère-là peut-être un petit peu plus. Peut-être. Mais il y a des dons. Il y a de l'inné, il y a de l'acquis. Et on le voit, hein, il y a des enfants qui, justement, vont prendre un pinceau, un stylo, ou déjà vont essayer un instrument de musique et très rapidement vont être talentueux. Il y a des génies comme ça autour de nous. Des génies. Il faudrait utiliser les cerveaux des génies. Est-ce que vous le faites? Non, on n'a pas de... on en a peut-être, mais sans le savoir. Des gens qui avaient... Mais il y a des génies
dans beaucoup de domaines. Hein? Et on peut être un génie artistique, comme on peut être un génie en mathématiques. On peut être un génie dans beaucoup de choses. Sciences, un génie sportif, là, parce qu'on a développé, on a un sens du jeu qui est supérieur aux autres. Ouais. Et ça sollicite évidemment différentes fonctions du cerveau. Ça fait. Toi, tu es un génie social. Ah, je pense que oui. Mais le cerveau, en fait, c'est que j'ai compris que le cerveau, il est toujours en train de fonctionner. Mm-hmm. Quand, trompez-moi, là, je sais pas, je ne suis pas médecin, mais je me souviens qu'à un moment donné, je faisais une crise de panique, OK, puis j'ai pris un activant qu'un médecin m'avait prescrit. Mais mon corps était complètement engourdi, mais mon cerveau est en train de me dire, c'est urgence, urgence. Mon cerveau n'avait pas ralenti. Mm-hmm. C'est là que je me suis rendu compte que, dans le fond, les médicaments peuvent aider, c'est pas ça, mais la dose que j'avais, clairement, c'est pas ça qui faisait que mon cerveau, il était encore en train de paniquer. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mon corps, lui, il était comme... Bien, la preuve, c'est cerveau... lorsqu'on dort, on rêve. C'est clairement, il se passe quelque chose, même quand on a l'impression d'être inactif. Oui, le cerveau est actif la nuit aussi. Est-ce qu'il est plus actif ou il est comme non, plus... Non, je ne dirais pas qu'il est plus actif, mais par exemple, lorsqu'on rêve... on est capable d'enregistrer, on peut mettre des faire des électroencéphalogrammes. J'ai moi-même, lorsque j'étais étudiant, participé à des études comme ça. Mon Dieu, comme dans les films de science-fiction. Caractérisation du sommeil, voir un peu l'effet de l'exposition à une lumière plus intense, moins intense sur la qualité du sommeil, des choses comme ça. Alors, les sujets qui participent à des études comme ça, donc, on va leur mettre des électrodes un peu partout et on est capable ensuite d'observer les patrons d'activité électrique, les différents patrons d'activité électrique dans le cerveau. Puis il y a des ondes de différents types qu'on reconnaît bien dans le cerveau éveillé, dans le cerveau qui dort, de la personne qui dort. Et on voit par exemple que lorsque la personne rêve, il y a des patrons d'activité qui sont très similaires à ceux de l'éveil. Mm-hmm. Et puis, même lorsque la personne ne rêve pas, quand même, il y a des ondes comme ça, l'activité, l'entraînement des cellules qui suivent des patrons d'activité similaires là, qui sont remarquables. Donc, le cerveau n'arrête jamais. Puis le cerveau, c'est ça, il s'adapte. Mm-hmm. On a une capacité d'adaptation, genre, extraordinaire. Mm-hmm. Oui, je pense qu'il faut juste être un peu patient. Des fois, on voudrait que ça se passe comme ça. Oui, mais tu sais, moi, je vais vraiment basic dans le sens que, tu sais, tu peux déménager dans un autre pays, par exemple, puis te dire que, oh my God, telle bouffe, j'aurais jamais mangé ça. Ouais. Puis tu arrives dans ce pays-là, puis les gens te le présentent juste d'une autre façon, puis ton cerveau va se modifier, puis va faire, ben non, finalement, regarde, ça a l'air bon, puis je vais être capable de le manger. C'est ça qui est fascinant avec le cerveau. Il n'y a rien nécessairement qui est fixé dans le béton. Mais je vais apporter un bémol quand même parce que moi-même, je veux dire, j'ai introduit dans mon discours plus récemment. On parle beaucoup du cerveau, évidemment. C'est un peu le sujet de notre conversation. Mais le cerveau fait partie de l'individu. On est un tout. On ne peut pas désincarner. On ne peut pas prendre un cerveau et dire le cerveau fait ci, le cerveau fait ça. Parce que le cerveau travaille de concert aussi avec le reste de notre corps, de notre physiologie. Mais c'est pas lui le chef d'orchestre? Oui, évidemment, c'est-à-dire... Mais je suis comme oui et non, mais comme par exemple, tout ce qui est le système digestif, c'est très important aussi, puis ils vont travailler en équipe. Là, on a le système nerveux périphérique, puis on sait de mieux en mieux maintenant, on arrive à comprendre que le cerveau, par différents véhicules de communication, va parler avec le reste de l'organisme et vice-versa. Ça se parle. Ça change. Il y a de l'échange. C'est pour ça que je suis comme oui, mais en même temps, s'il n'y a personne d'autre pour envoyer des messages, il n'y aura rien à traiter. C'est juste qu'ils ont des rôles différents, en fait. Ça. Alors, il faut éviter d'être, je ne dirais pas déshumanisant en disant juste, l'humain, c'est le cerveau. Effectivement, le cerveau, c'est absolument magique, puis ça fait tout plein d'affaires, puis c'est absolument essentiel. Mais il fait partie d'un corps, d'une personne. C'est ça. Alors, comme vous dites, le cerveau peut s'adapter, puis je vais tout d'un coup, je vais me mettre à essayer des mets que je n'aurais jamais mangé. C'est juste parce que t'as faim. Finalement. C'est juste ça. Je suis curieuse d'un point de vue d'un scientifique. Là, on parle du rêve. Est-ce que vous croyez, par exemple,
qu'il est possible de décoder des messages dans les rêves. Est-ce que vous, c'est comme « Oh my God, c'est vraiment trop intangible, je suis pas capable de me laisser aller dans cette direction-là ». Est-ce que vous avez un côté un peu plus spirituel? Ah, ben chacun a plus ou moins un côté spirituel là, c'est quelque chose d'un peu personnel et tout ça, mais par rapport aux rêves eux-mêmes, évidemment, il y a eu beaucoup d'efforts du côté de la psychanalyse pour essayer d'interpréter ce que veulent dire les rêves et tout ça, d'aller chercher dans le subconscient, dans l'inconscient. Mais le subconscient et l'inconscient, ça fait partie du cerveau? Oui. C'est-à-dire, c'est parce que les choses se passent vite et tout ça, et on n'est pas nécessairement conscient de toutes les activités. Toute l'activité cérébrale, dont on disait qu'elle est constante, on peut pas être complètement, par exemple, conscient de tout ce qui nous environne, de tout ce qui change. On serait overwhelmed. Lorsque c'est ça, on va focusser, lorsqu'on va mettre de l'attention sur quelque chose, on filtre un peu et tout ça. Pendant ce temps-là, le cerveau travaille. Puis s'il y a quelque chose d'un coup qui apparaît, là, d'un coup, l'attention va être tournée. Bon, ça c'est un exemple peut-être un peu superficiel, mais l'activité cérébrale constante va intégrer ou pas, va mémoriser ou pas différentes choses, différents événements. Et ce qu'on va appeler l'inconscient, c'est un peu justement l'émergence un peu cachée de toute cette activité-là. Et bon, évidemment, la psychanalyse, c'est intéressant comme hypothèse et tout ça, mais au niveau scientifique pur et dur, ça ne tient pas vraiment la route aujourd'hui. Ça peut aider. Il y a encore certains pays, en France notamment, où il y a des psychanalystes qui sont consultés plus fréquemment qu'ailleurs. Et pendant plusieurs années, il y a des rencontres qui, parfois, finissent par donner des bons résultats. Mais je pense que c'est le contact humain et la discussion et d'évacuer des choses aussi qui aident. Par rapport aux rêves, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les données, les résultats scientifiques qui montrent l'importance du rêve, notamment pour la consolidation de la mémoire. Ce qu'on a vécu durant la journée, il y a certains événements, justement, auxquels on a assisté, ou des choses dont on a été témoin, qui n'ont peut-être pas été intégrées parfaitement ou traitées, comme on le ferait pour d'autres choses, et qui vont peut-être être intégrés dans des rêves et examinés de cette façon-là. Mais ça, c'est en parallèle justement à la consolidation vraiment de la mémoire. Alors, on sait, par exemple, lorsqu'on étudie, pas dans mon laboratoire, mais lorsque certains labos étudient des souris ou des rats, on les fait passer dans un labyrinthe et tout ça, on peut enregistrer en même temps les patrons d'activité lorsque ces animaux-là apprennent le chemin à parcourir pour aller chercher la récompense. Bien, il semble qu'au cours de la nuit, lorsque ces bêtes-là rêvent, bien, il y a les mêmes patterns qui apparaissent. Et ils refont le chemin. Ils refont un peu le chemin et tout ça, et ça consoliderait la mémoire. Donc, le sommeil permet justement d'améliorer cette mémoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, de bien dormir aussi, ça fait partie de la bonne santé. Il y a peut-être aussi c'est peut-être de là aussi que part. J'essaie toujours de faire du pont entre ce qui est scientifique et mon côté spirituel. Mais tu sais, quand on dit, par exemple, le journal de gratitude, c'est la première et la dernière chose que tu fais avant de te coucher. Tu sais, peut-être que vu que c'est plus frais, tu as tendance à le rêver. Donc, si tu es plus conscient de ce qui était positif dans ta journée, tu vas moins focusser sur le négatif le lendemain et blablabla. Fait que ça peut influencer ton quotidien. Absolument, c'est sûr. Il y a peut-être quelque chose à faire. Là. Ah oui, puis moi, je recommande toujours à mes filles de mémoriser, d'étudier, de lire avant de s'endormir. Elles ont un examen le lendemain, puis je pense que ça... J'ai toujours fait ça, moi. Oui, c'est ça. Je pense que ça donne des bons résultats. Oui, j'ai toujours fait ça. Je sais pas si je faisais ça juste parce que je manquais de temps puis je savais plus où mettre mes études. Mais ça doit être un mix des deux. Moi, je faisais tout ça. Ma mère est tellement cute, je l'aime tellement. Ma mère, tu sais, inévitablement, elle me disait pas de pas étudier puis ça va te rentrer dans le cerveau par magie, mais il y a quelque chose que j'ai fait jusqu'au secondaire, même peut-être au cégep à un moment donné. Puis là, c'est devenu comme une superstition, fait que j'avais peur de pas le faire. J'étais comme, moi qui ai tout le temps passé mes examens. Mais ma mère, elle disait, tu sais, mes feuilles de notes, parce que moi, j'ai étudié en écrivant, là, fait que ça aussi, ça doit être un truc de combiner la vue, les sens et tout ça, ça aide à mémoriser. Mais toutes ces feuilles de notes-là, ma mère me dit, mets-les en dessous de ton oreiller avant de te coucher.
Elle est tellement cute! On salue la mère de Cathy! Puis je le faisais tout le temps. Puis tu sais, genre, écoute, je pense que je l'ai même déjà fait à l'université parce que j'étais rendue superstitieuse. J'étais comme si je le fais pas, ça va pas rentrer dans mon cerveau. Puis je le mettais en dessous de mon oreiller. Fait que là, le lendemain matin, quand je l'ai révisé, c'était tout froissé. Oh, Mais c'était quand ouais. même cute. Fait que j'ai continué à le faire. Mais ouais, de lire les notes, c'est bénéfique. Ouais. C'est vraiment plus bénéfique, c'est sûr. Quel organe fascinant. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Ouais. Il y a tellement de choses, on dirait que, tu sais, j'aurais envie de mieux comprendre. Tu sais, tantôt, vous avez parlé justement du conscient, de l'inconscient. Il y a quelque chose, tu sais, d'un côté thérapeutique, par exemple, l'hypnose, ça va venir éveiller les choses en inconscience. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on fait de l'hypnose puis qu'on on est capable d'aller chercher des souvenirs que ça s'est peut-être emmagasiné dans nos rêves ou je ne sais trop. Bien que ça, là, tout d'un coup, ça revient puis on est capable de le revivre, à la limite de revivre l'émotion. C'est quoi qui se passe dans le cerveau? Ça, j'en ai aucune idée. Ah ouais, hein? L'hypnose, c'est pas... C'est aussi, bon, il y a une certaine part de controverse et tout ça. Selon ce que j'ai cru comprendre, puis je ne vous dis pas ça en spécialiste du tout par rapport à l'hypnose, mais c'est qu'il y a certaines personnes qui sont plus sujettes à l'hypnose, oui, apparemment. c'est ça. Moi, ça fonctionne zéro. Ouais. Ah ouais, moi, ça fonctionne très bien. Mais je ne pourrais pas vous dire. Il y a certainement des études qui ont été faites, mais je n'en ai pas pris connaissance. OK. À lire. Allez. On va aller sur fouiner l'hypnose. là-dedans. Ouais. Est-ce que, là, tu sais, mettons, on veut, bon, les gens commencent leur année, là, on a envie de prendre soin de notre corps. Inévitablement, on le dit, c'est l'ensemble de la machine qui est important. Fait qu'il faut prendre Ouais. soin de C'est notre ça. corps au complet. Y a-t-il des choses qui sont vraiment néfastes, tu sais, que ce soit dans la nourriture ou autre? Y a-t-il des choses qui ont été prouvées, exemple, le fameux MSG, par exemple, qu'on dit que ça peut occasionner de l'Alzheimer, le monosodique de sodium, Ouais, là, tu sais, ouais. des trucs qu'on peut rajouter. Y a-t-il des affaires qui, aujourd'hui, on le sait que ça, tu lis ça sur ta boîte de céréales, tu t'en vas en courant, tu sais? Non, je pense que le message central, ça devrait être tout avec modération. Mm-hmm. Bien meilleur. Et non, mais tout avec modération. Ouais. Et encore une fois, ce qui est pas bon, par exemple, ce qui est pas bon pour la santé cardiovasculaire, parce que le cerveau est très vascularisé. Ouais. Et on a besoin d'avoir des vaisseaux sanguins en santé partout dans le corps, Partout. et incluant dans le cerveau. Oui, parce que, je veux dire, Ouais. on a besoin de, Parce c'est que- ça, on a besoin de C'est pour ça qu'il parle l'énergie d'accident qui circule, de cardiovasculaire. l'oxygène. Ouais. Ouais. Donc, tout ce qui est bon pour la santé cardiovasculaire sera bon pour le cerveau également. Donc, bien manger des choses simples. Bon, je veux pas... je veux pas Rentrer dans non le plus détail de répéter. l'alimentation. Non, mais je veux dire, vous le savez. Là, Ouais. Ouais. Puis c'est des choses que moi-même, je devrais adopter Mhm. davantage. Là. Prendre le temps de bouger davantage, de manger plus de fruits et de légumes, manger tout ce qui est bon pour la santé est bon pour le cerveau, encore une Puis, fois. tu sais, par exemple, tu sais, sachant que tout ça travaille ensemble, de, par exemple, aller alimenter son côté, par exemple, en mettant de la musique à l'écoute, tu sais, d'aller alimenter les différentes sphères de notre cerveau. Est-ce que ça aussi, Lire ça peut un être bon livre. lire un bon livre, faire des exercices de mémorisation? Est-ce que ça, c'est des trucs qu'on pourrait intégrer pour améliorer nos capacités cérébrales? Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est clair que de déconnecter un peu, Mhm. de se concentrer sur la lecture d'un bon livre ou de prendre le temps d'écouter de la musique, pas seulement distraitement, mais vraiment de Ouais. faire une immersion peut-être dans de la musique, tout ça. C'est des choses qui permettent justement peut-être de mieux gérer le stress aussi. Ouais. Ça, éviter le stress, c'est une autre recommandation qu'on entend souvent et qui est tout à fait bonne pour la santé en général, pour le cerveau. On a vu tout à l'heure que le stress chronique, surtout, ça va agir sur le cerveau et pas toujours de la bonne façon. Alors, éviter le stress chronique qui peut précipiter différentes maladies. Ouais. Maladies mentales, ouais. Notamment la dépression. Trop de stress, si on a des vulnérabilités déjà, ça peut précipiter une dépression. Donc, faire attention à ça. Avoir un rythme de vie, c'est dur aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce qui vient à nous, mais on est quand même en position de prendre des décisions et de C'est faire ça. des choix. Hein. On Mais n'est pas oui. obligé d'accepter tout ce qui vient vers nous. C'est vrai. Mhm. Ça en fait 23, c'est ma... Tu vois, on parlait de résolution, mais oui, ça va. C'est ça. C'en est une, ouais, de... D'arrêter de subir. Ouais, mais de choisir. Ouais. Juste de choisir, puis pour pas occasionner plus de stress que j'en ai déjà. Ouais. Parce que je le vois, il y a une différence, c'est vrai, sur ma santé globale. Mhm. Puis j'imagine que, oui, tu as une... Tu sais, c'est pas normal de se réveiller dans les premiers moments de l'endormissement, puis que ton cerveau, tu es en train de te dire que tu fais comme une attaque de panique, puis tu te réveilles.
dans les 30 premières, c'est pas normal. Moi, je fais ça. Parce que tu penses à tout ce que tu as à faire le lendemain, mettons? Ben, tu sais, moi, m'endormir, c'est jamais un problème. Sauf que là, maintenant, mon cerveau, on dirait mon corps est en train de me dire, à la vie, t'es trop stressé. Fait que les premières minutes de l'endormissement, et je me réveille. Tu sais, c'est pour te dire à quel point que il y en a, tu sais, c'est ma résolution 2023. Fait que ce que vous dites, ça me rejoint vraiment beaucoup. T'es peut-être préoccupée par ça. Ouais, plein de choses, trop de choses. Fait que le stress, c'est ça. Ouais. Je te le souhaite. Oui, je te le plus souhaite. de douceur 2023. Plus de douceur. Des bonnes lectures aussi. Des bonnes lectures. Oui, j'adore. Ouais, là, je rêve à mes livres. Je suis rendue un peu... moi, c'est rendu problématique. Là, c'est rendu que je lis trop. Comme, ben, pas que... C'est pas problématique, mais dans le sens que ça me coûte une fortune. Je lis... qu'on souhaite en 2023 beaucoup d'abondance financière. Ben, bon, beaucoup d'abondance financière. Au moins, moi, je les redonne. Je passe souvent et tout ça. Mais c'est parce que j'ai tendance... Tu sais, des fois, je vais à la bibliothèque, mais j'ai tendance à... Je trimballe mes livres. Je les abîme, puis là, je me sens mal. Fait que, tu sais, je veux pas, surtout quand je vais en voyage ou autre, tu sais, j'ai pas envie d'apporter des livres de la bibliothèque parce que j'y ferai pas attention à mon livre, là. Tu sais, il va traîner dans le sable, puis je me sens pas, tu sais, c'est pas le fun pour les autres. Ouais. Fait, à la limite, oui, je redonne mes livres, ils sont un peu sales, mais je suis comme, je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Mais tu sais, c'est un problème parce que, comme, clairement, j'ai besoin d'une commandite de Renaud-Bré, quelque chose, Indigo, venez à moi, là, mais comme... Puis je suis pas capable de lire des livres numériques. Ça, je suis pas capable. Parce que pour moi, un livre comme un magazine, c'est mon moment de déconnecter de mon écran. Probablement que c'est ton cerveau qui a fait... Oui, mais c'est mon moment, c'est sacré pour moi, c'est mon moment de déconnecter de mon écran. Je travaille des écrans, on est devant les écrans. Tu sais, comme, j'ai besoin d'un moment de répit, ne serait-ce que de lumière bleue, là. J'ai besoin d'un moment de répit. Fait que, voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la nouvelle année? Ah, ben, des belles découvertes, de la santé surtout. Oui. Non, toutes les bonnes choses. Des belles découvertes, oui, une belle année et beaucoup j'espère, de joie autour de moi. Il ne faut pas être égoïste non plus, mais moi, je suis le plus heureux quand ma famille, quand mes amis, mes proches sont heureux aussi. Certainement. On va leur souhaiter que vos filles n'aient pas de crise d'adolescence trop prononcée. Ah, ben là, je pense qu'ils ont passé au-delà. Là. Ils sont passés. OK, c'est parfait. Tant mieux. La mienne a duré jusqu'à 20 ans. Fait que... non, je rigole. Un grand merci. Si les gens, je pense que vous avez un site Internet, si les gens ont envie d'aller lire un peu sur toutes vos recherches et tout ça, quelle est l'adresse déjà? Ah, ben, en fait, c'est plus facile de passer par le site Internet du Douglas. Du Douglas. Et là, vous avez accès justement à un portail, tous les chercheurs. OK. Il y a une description des magnifiques recherches qui sont effectuées. Oui. Il y a aussi le lien vers la fondation et puis vers mon labo aussi. Parfait, génial. Bien, je vais vous mettre le lien dans les commentaires références en dessous du podcast. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci pour votre temps. Très intéressant. Ça commence très bien l'année. Je suis prête. Allez, faut prendre soin de vous. aussi. À bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!